Bonsoir, soyez les bienvenus à l'occasion de ce nouveau débat CJBAT, durant lequel nous allons évoquer l'évacuation des produits de combustion en logement collectif. Nous tirerons également le bilan et dresserons les perspectives du système 3CEP. Je dis nous car autour de la table, ils sont plusieurs à avoir répondu présent pour ce nouveau débat. Je commence par Alain Baudin. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Vous êtes le dirigeant du bureau d'études IE Conseil. En Ile-de-France, principalement, 30 collaborateurs et vous intervenez principalement pour des bailleurs sociaux et un peu pour des bailleurs privés. Voilà, tout à fait. À vos côtés, Jérôme Maldonado. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Ah, j'aime beaucoup. Responsable technique à Uniclimat, le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. Si je schématise et que je simplifie en disant que vous représentez les fabricants d'appareils de chaud, de froid et de traitement d'air, c'est juste ? C'est parfait. Très bien, merci d'avoir répondu présent. En face, Eric Hernandez, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Vous êtes le dirigeant d'Angers Dépannage Gaz et surtout le tout nouveau vice-président du SINASAV, le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Soyez le bienvenu autour de ce plateau. Et évidemment, ce tour de table est complété comme à chaque fois lorsqu'il s'agit d'un débat CJBAT, d'un expert CJBAT, Mathieu Elbert. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Vous êtes le responsable efficacité énergétique résidentielle et vous serez donc l'expert de ce plateau. Comme les précédents débats CJBAT, eh bien celui-ci est interactif grâce à l'application Twitter. Vous pouvez, je vous invite à poser vos questions à l'aide du hashtag débat CJBAT, le mot dièse pour parler correctement français, débat au pluriel, CJBAT. Voilà. Enfin, pour être tout à fait complet, je salue les équipes CJBAT qui nous suivent un peu partout en France et plus particulièrement dans les villes de Tours, Rennes, Bordeaux, Toulouse et Montpellier où sont organisées dans le respect des normes sanitaires, bien entendu, des retransmissions en compagnie de prescripteurs et d'installateurs. Voilà, vous savez tout sur le thème, la façon dont nous allons être organisés. Entrons à présent dans le vif du sujet. Mathieu, c'est à vous pour nous faire un peu l'historique du 3CEP. Oui, merci Jérôme. Alors avant de commencer de faire cette historique, il me semble important de pouvoir définir ce qu'est un 3CEP et son mode de fonctionnement. Donc c'est un produit qui a été développé en 2008 en partenariat avec des fabricants de conduits, le CRIGEN qui est un centre de recherche et GRDF. Le 3CEP est en fait un système d'évacuation de produits de combustion qui permet le raccordement de chaudières individuelles à condensation étanche. L'objectif étant avec ce système de pouvoir alimenter en air comburant les chaudières, mais également donc d'évacuer par un conduit unique l'ensemble des fumées. Donc, je vais pas m'attarder sur la version extérieure, mais uniquement traiter la version intérieure, à savoir qu'on a deux implantations possibles. Et dès lors qu'on est donc à l'intérieur du bâtiment, le 3CEP se compose donc d'un système double paroi concentrique. On a en position centrale un conduit de fumée qui va permettre l'évacuation de toutes les fumées et l'espace annulaire entre les deux conduits permet l'amener d'air comburant à l'intégralité des chaudières qui sont raccordées sur ce conduit 3CEP. Alors j'aime bien vulgariser, deux tubes qui s'emboîtent l'un dans l'autre en fait, si on veut schématiser pour deux flux complètement différents. Tout à fait, c'est bien cela. Et ce qui permet en l'occurrence de garantir le caractère étanche des chaudières qui sont raccordées. Évidemment. Point important dès lors qu'on parle de 3CEP en fait, qui est l'une des caractéristiques en fait de ce système, c'est le fait de fonctionner en pression. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 3CEP valorise les caractéristiques techniques des chaudières qui sont raccordées dessus et utilise en fait les ventilateurs intégrés dans ces chaudières qui vont générer une pression et permettre une évacuation des produits de combustion dans le conduit collectif. Donc, ce qui permet in fine, on le verra par la suite, mais d'avoir des diamètres assez restreints et c'est l'un des avantages de cette solution. On y reviendra. Une fois que je vous ai dit ça, ce qui me semble intéressant, c'est éventuellement de mettre en avant quelques chiffres clés sur le système. Donc, en l'occurrence, le fait qu'actuellement, on estime à peu près à 200 000 le nombre de colonnes installées sur le territoire national, tout marché confondu. Il faut compter à peu près 3 appareils raccordés par colonne. C'est une moyenne, sachant qu'on peut aller jusqu'à 20 appareils. Si on fait un focus sur la construction neuve, on se rend compte que cette solution représente 75% des parts de marché dès lors qu'on est sur un mode de production d'eau chaude et de chauffage individualisé. Les 25% restants étant un système ventouse. En termes de flux, on constate que la volumétrie annuelle des chaudières raccordées sur cette solution est pour 2019 de 80 000 unités, ce qui est conséquent et qui est une tendance confirmée depuis quelques années déjà. Autre élément important qui tend à mettre en avant
la diversité de l'offre pour ce produit, c'est le fait que nous ayons 10 acteurs côté conduit qui ont un avis technique permettant la commercialisation de ce produit sur le marché. Et parallèlement, côté chaudiériste, on a 40 modèles de chaudières qui sont compatibles avec cette solution, sachant que toutes les chaudières ne peuvent pas l'être. Ce que l'on voit, c'est que la gamme est vaste. Ce que vous nous Tout dites à fait. à la fois pour le conduit et à la fois pour les chaudières, l'offre est diversifiée. Et pour finir, alors deux éléments intéressants. Une qui concerne le prix. Donc on a un coût d'investissement pour ce produit qui est de l'ordre de 500 € par logement hors chaudière. Donc ça concerne la fourniture et la pose bien évidemment. Et en termes d'installation, il faut compter à peu près donc pour 2 personnes une journée pour installer donc un 3CEP de 6 niveaux. Merci Mathieu d'avoir planté le décor pour commencer. Nous en savons plus dorénavant sur le 3CEP. La question que j'ai envie de vous poser, Jérôme Maldonado, c'est si nous nous y intéressons aujourd'hui, c'est parce que ce 3CEP, on le verra tout au long de ce débat CEGIBAT, a pris de l'ampleur. Mais pourquoi cette solution sur le marché est arrivée? Qu'est-ce qui l'a poussé par rapport à d'autres solutions existantes? Alors si on revient à ce que l'on a connu il y a quelques années, une quinzaine d'années, on était à l'aube de la RT 2005. Et la RT 2005, la chaudière de référence était une chaudière à basse température, une chaudière performante, mais une chaudière qui fonctionnait globalement en dépression. La référence devait évoluer. Et la filière s'est préparée à la réglementation qui a suivi en termes de réglementation thermique, qui est l'RT 2012, où le standard est devenu la chaudière à condensation. Pour amener cette évolution, il a fallu aussi répondre à 2 phénomènes. Le premier, c'est des maîtres d'ouvrage qui veulent des éléments techniques les plus réduits possibles dans le bâtiment, pour laisser la place à plus d'espace pour les utilisateurs. Et également, il fallait et c'est ce qui a été fait grâce à la RT 2012, proposer aux consommateurs des produits de plus en plus performants. Ça nous a amené à, de façon très pas à pas, de passer de produits qui avaient besoin de mieux échanger la chaleur pour pouvoir ensuite progresser et pour pouvoir surtout revenir à une meilleure maîtrise de l'échange et donc avoir des conduits en pression derrière pour à la fois donner de la performance énergétique à l'utilisateur et d'autre part satisfaire le maître d'ouvrage. Donc si je comprends bien, la réglementation thermique évolue, demande des performances supérieures et cette solution qu'on évoque ce soir arrive à point nommé pour y répondre. C'est ça. On avait donc notre chaudière basse température qui était le standard comme l'a indiqué donc sur le marché si vous voulez. Et sachant qu'on savait qu'on allait passer sur de la condensation et sachant qu'on avait des systèmes d'évacuation qui n'étaient pas forcément compatibles avec la condensation, il fallait nécessairement travailler à l'élaboration d'une nouvelle solution. Pour faire simple, on avait 3 solutions qui étaient la ventouse, donc compatible avec la condensation, la VMC gaz qui ne l'était pas, et le 3CE tirage naturel qui ne l'était pas non plus. Donc sur ces 3 solutions d'évacuation qui sont liées à la chaudière, seule une solution était compatible avec la condensation. Donc il fallait nécessairement, dès lors que l'on souhaitait installer des chaudières individuelles en bâtiment collectif, être en capacité de proposer une autre solution. Et c'est le 3CEP qui a répondu à cette autre solution. Donc nous allons maintenant voir comment cette solution peut être mise en place. Je vous propose de voir un peu comme quand on déballe un gros carton d'un objet que l'on doit installer. C'est une sorte de mode d'emploi que je vous propose pour voir les différentes étapes d'installation d'un système 3CEP. Dans les immeubles résidentiels neufs, la chaudière gaz individuelle THPE se positionne comme une solution de référence pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment. Pour garantir leur installation, de nombreux fabricants proposent des systèmes collectifs d'évacuation des produits de combustion adaptés à ces chaudières performantes. Le chantier derrière moi est un chantier de 52 logements collectifs. Composé de 3 bâtiments, un bâtiment de 21 logements, un bâtiment de 11 logements et un bâtiment de 20 logements. Nos enjeux sont d'évacuer les fumées de plusieurs chaudières à la fois. Donc nous mettons en place un conduit collectif qui nous permet d'évacuer de 3 à 6 chaudières. Mes attentes sont la simplicité et la rapidité de montage, très important au sein d'un chantier. Le 3CEP est composé de 2 conduits concentriques assurant conjointement l'évacuation des fumées en légère pression et l'amener d'air comburant pour chaque chaudière desservie.
Dès réception du matériel et après vérification des références, il est recommandé de répartir chaque colis à chaque niveau du bâtiment qui lui correspond. Un visuel sur le carton offre un aperçu rapide de son contenu. À chaque emboîture, les joints doivent être graissés à la centrosérine. Le montage démarre avec l'installation du tampon bas de colonne sur le premier T et sa fixation avec 3 vis. Une fois la hauteur du piquage de la première chaudière déterminée, le départ de colonne est installé et sa position figée en hauteur avec le collier de dalle. Les conduits dissociables facilitent l'installation. Ensuite, il faut déterminer la hauteur du piquage suivant afin de pouvoir ajuster le conduit coulissant. Démonter les 2 parties métalliques du conduit, mesurer et recouper le conduit intérieur, assembler les 2 parties métalliques afin de les ajuster à la hauteur du conduit intérieur recoupé. Le collier et les vis viennent fixer les 2 parties métalliques. Après avoir installé le conduit coulissant, il faut poser le T de raccordement suivant, puis figer la position avec le collier de dalle. Les kits étant similaires, répétez les opérations précédentes jusqu'au toit. Il n'y a plus qu'à créer le passage dans la toiture et installer le terminal et sa collerette d'étanchéité. Avant raccordement des chaudières, il est important d'effectuer une vérification par essai fumigène pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du conduit collectif et garantir une installation sécurisée. Voilà, maintenant vous savez tout à la maison. Si vous avez envie de poser un conduit 3 CEP, eh bien vous pouvez vous repasser la vidéo en boucle. Plus sérieusement, Alain Baudin, les avantages. Alors on a vu la façon dont était posé ce fameux conduit, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais qu'on revienne sur la solution globale et ses avantages donc dans le logement collectif neuf pour commencer. Donc, cette solution, effectivement, amène plusieurs avantages. Le premier des avantages, c'est qu'on n'a plus cette ventouse en façade qui n'est pas toujours très esthétique, qui produit des panaches de fumée. De temps en temps, il y a quelques gouttes aussi qui tombent. Il peut y avoir aussi quelques... Alors, théoriquement, elle doit revenir vers la chaudière. La petite goutte n'est pas tombée dehors si la ventouse a été bien posée. Et puis cette ventouse est quelque chose aujourd'hui que les architectes ne souhaitent plus voir, ni les ABF. Donc effectivement, le 3CEP permet d'avoir une solution qui permet la pose de chaudières à condensation. Dans le logement neuf, on a de plus en plus aujourd'hui, à cause des contraintes PMR, des conceptions de logements avec des cuisines en fond de séjour. Et du coup, on éloigne la... Contrairement aux cuisines qui pourraient être plutôt sur le mur extérieur. Tout à fait, sur la façade du bâtiment. Donc on se retrouve avec un conduit qui est plutôt en milieu de bâtiment. Et du coup, c'est difficile aussi de sortir une ventouse en façade dans cette configuration-là, puisque la longueur de liaison est trop longue et très inesthétique. Et du coup, on profite aussi dans ces cuisines de l'espace qui est dans l'angle entre deux éléments de cuisine, qui est un angle qui fait 60-60 d'extérieur et 57-57 d'intérieur, 53-53 pardon d'intérieur, à l'intérieur de laquelle cette gaine technique, voilà, on peut loger les chutes d'eau usée, éventuellement une chute d'eau pluviale, une amenée d'eau froide, et puis le fameux conduit 3CE pression. Tout ça loge dedans. Alors, à ceci près qu'il faut faire attention sur le logement le plus bas de pouvoir laisser l'accès à la trappe de visite, dont on reparlera certainement tout à l'heure, qui est nécessaire pour l'entretien du conduit. Eric Hernandez, donc nous venons avoir un argumentaire sur le conduit 3CEP et le système de manière générale. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur les points forts ? Les points forts, c'est ceux qui ont été évoqués. Il y a le premier point fort, c'est le côté esthétique, d'avoir plutôt une chaudière qui se trouve centrée à l'intérieur du bâtiment et qui peut être dans une pièce borne également, plutôt que d'avoir une chaudière qui est sur le mur extérieur et qui prend la place un peu d'une pièce de vie, effectivement, cuisine qu'on voit, effectivement, ou salon qui communique. Donc le gros avantage, c'est de pouvoir mettre la chaudière dans une partie de l'habitat qui est un peu isolée. Et au prix du mètre carré dans le neuf, chaque mètre carré économisé soit un gain pour les promoteurs. Jérôme Maldonado, sur les avantages de ce système pour les maîtres d'ouvrage, ils l'ont bien compris, bien intégré, gain de place, les mètres carrés qui sont très chers, donc évidemment rentabilité du programme immobilier, donc tout ça va dans le bon sens. Tout ça va dans le bon sens, et en plus de tout ça, on voit qu'il y a une évolution progressive en fait. On ne s'est pas retrouvé dans une rupture technologique à un moment où il fallait pouvoir proposer de la performance énergétique avec des solutions gaz. Donc ça, c'est quelque chose qui a été indispensable au lancement de ces technologies-là.
Est-ce que ça peut s'implanter ailleurs que dans la cuisine, puisque vous évoquez les uns et les autres un emplacement dans une pièce centrale, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est la cuisine uniquement ou est-ce qu'on peut l'installer ailleurs, indifféremment, Eric Hernandez? Oui, tout à fait. On en voit majoritairement aujourd'hui, elle continue d'être installée plutôt effectivement dans la cuisine pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure en angle, pour une question de perte de place, mais on en voit également d'installer dans des cabinets de toilettes ou dans des entrées, adossées toujours à cette gaine technique, puisqu'on a cette obligation de raccorder sur le conduit 3CEP. Mathieu Elbert, finalement, on ne voit que des avantages dans cette solution telle qu'elle est présentée pour l'instant. Totalement, totalement. Et contrairement à sa grande sœur qui est le 3CE tirage naturel, c'est une solution qui a été clairement adoptée par le marché, tout simplement. Hein. Si je reviens sur le 3CE tirage naturel, le souci de cette solution-là est encore une fois l'encombrement de ce dispositif. À savoir que dès lors qu'on vient rajouter les chaudières ou raccorder les chaudières sur ce conduit 3CE tirage naturel, indubitablement, on est obligé d'avoir un diamètre plus conséquent. Et donc, on s'exposait, dans ces cas-là, à ne pas pouvoir faire entrer le conduit dans la gaine traditionnelle de 600 sur 600, ce qui supposait soit de revoir les dimensions, soit de recréer une nouvelle gaine. Donc vous voyez qu'on perdait nécessairement de la place, et donc de fait, c'est une solution qui n'a jamais été adoptée, même si elle a permis, cette solution-là, un premier pas vers l'intégration des chaudières étanches dans le bâtiment. Mais très rapidement, en fait, elle a été délaissée pour le 3CEP au final. Alors, cette solution commence à poindre le bout de son nez. Et quand, Eric Hernandez, sur le marché? Quand est-ce que vous les voyez chez les particuliers que vous visitez? Alors, on l'a entendu, ça a été développé en 2008. En 2012, le marché a eu une forte progression. Aujourd'hui, effectivement, c'est encore plus important. Et effectivement, sur le domaine de la maintenance, on commence à avoir des parcs conséquents en mise en service et en entretien sur le 3CEP. Alors, je crois que nous avons un tweet, j'en suis même certain. Nous allons voir tout de suite le premier tweet sur le hashtag, le mot dièse, débat au pluriel CJBAT. C'est Jackie72 qui parle de 3CE, pression, mais on parle de quelle pression? Alors, messieurs, qui peut répondre à cette question? En tous les cas, pas moi. Quel est le plus technicien des quatre autour de cette table? Je peux y aller si vous Alors, voulez. Jérôme Maldonado. Alors, on parle aujourd'hui de pression qui, concernant les chaudières, vont jusqu'à 200 pascal, ce qui nous amène à des pressions largement inférieures, bien évidemment, quand on est à l'intérieur du conduit collectif. Puisque la pression de 200 pascal, c'est celle qui est capable d'apporter le ventilateur, puisque les ventilateurs de chacune des chaudières raccordées au conduit sont les moteurs en fait de cette solution. Quelle est la question? Enfin, derrière cette question, est-ce qu'il y a une question de sécurité posée par, je crois que c'était Jackie72? Est-ce qu'il y a un rapport avec la sécurité, Alain Baudin, là-dessus? Un rapport avec l'insécurité, non. Un rapport avec la vigilance, parce que effectivement, ce conduit doit être totalement étanche pour ne pas avoir de retour de gaz brûlé vers l'air comburant de la chaudière. Donc, il y a au niveau de l'emboîture un joint et comment dire, une précision dans l'emboîtement qui doit être respectée. Une deuxième question tweet nous est arrivée après celle du 72. Où allons-nous précisément? Dans le 24, on fait le tour de France, c'est bien. Vous avez parlé de 3 chaudières en moyenne sur un 3CEP, mais combien peut-on mettre de chaudières au maximum, Mathieu? En théorie, on peut aller jusqu'à 20 chaudières raccordées sur un 3CEP. Donc en théorie et en pratique, Eric Hernandez, qu'est-ce que vous avez vu comme maxi? 5, 6 niveaux, c'est déjà pas mal. Après, la hauteur dimensionne le diamètre du conduit. Donc après, il faut penser qu'on est quand même dans une gaine technique et que le conduit ne peut pas faire un diamètre trop important. Il faut que ça rentre dans ce fameux conduit de 60 par 60. Donc voilà, on ne peut pas, évidemment. Mais alors si on dit 20 et qu'on a quand même cette contrainte de 60 par 60, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut redimensionner le tout? Alors je disais 20. Après, on peut avoir donc des doubles piquages, donc ça veut dire 2 chaudières raccordées par niveau. D'accord. Après, pour répondre à cette question, l'une des solutions est d'augmenter en fait la pression donc, à la buse des appareils pour permettre de garder un diamètre constant, on va dire. Bon, on ne peut pas le faire indéfiniment, mais en tout cas, c'est un moyen de ne pas avoir à avoir un diamètre trop conséquent si on avait un nombre de chaudières plus important.
Alors, je vous le disais, nous en parlions avec Eric Hernandez sur la date de montée en puissance du 3 CEP dans le logement collectif que vous datez aux alentours de 2008. Nous sommes en 2020. Le système est arrivé à son adolescence, va-t-on dire. Il y a une certaine maturité qui est là. Cependant, la solution a demandé un certain point de vigilance et ça fait le lien justement avec la pression qu'évoquait tout à l'heure Alain Baudin suite à la question du tweet. Il y a eu quelques anomalies constatées et vous avez listé certaines d'entre elles. Alors, qui dit nombre, qui dit augmentation, dit forcément des dérives, dit un petit peu de dérives. Donc, le CINASA va solliciter GRDF pour qu'on fasse un groupe de travail composé des constructeurs de conduits, des constructeurs de chaudières, des bureaux d'études, des installateurs de la CAPEB, de la FFB, du CINASAV, et qu'on fasse un recensement de ce que l'on voyait sur place. Et donc, il y a eu la mise en place de ce groupe de travail. Qu'est-ce que vous avez constaté au CINASAV, par exemple, comme anomalies les plus récurrentes ? Alors les anomalies, donc effectivement il y avait la fameuse trappe dont on parle depuis le début, qui est pas bien placée, qui ne nous permet pas de réaliser un entretien. D'autres anomalies, c'est un mauvais ébavurage du conduit central dont on parlait et qui permet un recyclage des fumées, des mises en sécurité de chaudières et donc des pannes intempestives pour les utilisateurs. C'est les anomalies qu'on a relevées. Donc il était important de se mettre autour de la table, d'essayer de comprendre pourquoi nous on rencontrait ces anomalies sur le terrain et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les éviter. Jérôme Maldonado, la technologie, quand on voit le reportage, le premier reportage que nous avons visionné ensemble, ne paraît pas pourtant très compliqué. Ça n'est pas de la haute technologie, sans vouloir être péjoratif vis-à-vis de celles et ceux qui les posent. Non, c'est pas de la haute technologie, c'est des technologies traditionnelles, mais qui ont su évoluer avec le temps, en fait. On a, dans ce métier-là, on est passé de la dépression, vous l'avez vu, à la pression. Qui dit pression dit mieux maîtriser l'étanchéité, parce que si on a des fuites, la pression tombe tout simplement. Et donc il a fallu travailler sur le moteur, sur le ventilateur des chaudières, mais aussi sur les problèmes de clapet pour éviter la recirculation. Il a fallu, comme ce sont des chaudières à condensation, traiter les problématiques liées au siphon des chaudières, puisque la récupération d'eau d'une chaudière à condensation est connectée à la chambre de combustion. Il fallait que les siphons soient capables aussi de tenir ces pressions-là. Et également, le dernier point, c'était aussi le réglage des appareils, car même s'il est simple à faire et encore plus facilité aujourd'hui avec les nouvelles régulations des chaudières, il y a des réglages à faire qui sont différents de ce que l'on fait sur une installation d'une chaudière individuelle, raccordée directement à l'extérieur. Alain Baudin, quels sont les dysfonctionnements que vous avez pu constater ? Pour compléter ce qui a été dit, on a constaté également des problèmes d'emboîtement, le fait que le joint ne soit pas toujours correctement à sa place, bien souvent parce que le lubrifiant auparavant n'avait pas été mis en œuvre, et puis parce que le poseur ne sait pas forcément à quoi sert ce joint et comment le conduit doit être assemblé. Et puis on a jusqu'à présent, alors on en parlera tout à l'heure, les dispositifs changent, mais on avait jusqu'à présent peu de contrôle sur la mise en œuvre de ces conduits. Dans le neuf notamment, on a affaire bien souvent à des maîtres d'œuvre généralistes, donc pas du tout techniques. Et même si il n'y a pas une grande complexité dans la mise en œuvre de ce conduit, pour autant, il y a certains petits points de vigilance à respecter. Et puis, c'était pas toujours le cas. Beaucoup de sous-traitance aussi dans le bâtiment. Beaucoup de sous-traitance dans le bâtiment. Alors ça, c'est aussi un petit peu le mal que l'on a en ce moment chez nous. C'est que moi qui travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux construisent peu en propre et font beaucoup appel à la VFA, la vente en état de futur achèvement. Et donc, ils ne contrôlent plus rien, ni les entreprises, ils ne sélectionnent plus les entreprises, ils ne sélectionnent plus les maîtrises d'œuvre. Et du coup, on est confronté bien souvent pour des problématiques de coûts à de la sous-traitance, voire de sous-traitance encore. Et le dernier intervenant a peu de qualification parce qu'il est le moins cher du marché. Et d'où les problèmes qu'on a pu rencontrer lorsque l'on est intervenu en audit technique sur ces équipements-là. Eric Hernandez, si je comprends bien, c'est assez simple de réalisation, mais parfois c'est mal. Il y a quelques petits dysfonctionnements qui font qu'à l'arrivée, ça n'est pas satisfaisant, avec le risque de contre-référencement.
Exactement. Sur la première vidéo qu'on a vue, on a vu que c'était un emboîtement de tuyaux. Et on pourrait penser, comme c'est dans les gaines techniques, que c'est un emboîtement de tuyaux, comme on pourrait avoir un emboîtement de tuyaux de PVC pour les évacuations d'eau. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'un conduit 3CEP, c'est un conduit de fumée. Et ça nécessite, dans la mise en œuvre, du soin et de l'application. Et c'est ça qui pêchait un petit peu. Mathieu Elbert, c'est exigeant, pas compliqué. Oui, si je résume. On a pu le voir en fait lors de cette vidéo. C'est un montage qui n'est pas forcément des plus complexes, mais qui nécessite une certaine exigence, une certaine rigueur dans la mise en œuvre. Et c'est bien pour ça que c'est encore sous avis technique. Hein. Ce n'est pas un produit qui est tombé dans le domaine traditionnel, couvert par une norme ou un DTU. Donc on n'a pas de règle de l'art spécifique pour le sujet, mais on a un avis technique avec des prescriptions précises, ainsi que ce qu'on appelle un CPT, un cahier des prescriptions techniques communes, qui s'applique à l'ensemble des produits 3CEP ayant un avis technique. Donc il faut respecter scrupuleusement ces prescriptions au risque d'avoir des défauts, des malfaçons avec potentiellement un dysfonctionnement à terme. Donc c'est important. Alors nous avons été totalement transparents. Dans une première partie, ces 4 personnes se sont présentées comme des vendeurs très argumentés sur les points positifs du 3CEP. Nous venons maintenant en équilibre d'évoquer un certain nombre de dysfonctionnements et vous avez en début de partie, évoqué les travaux que vous avez menés parce qu'évidemment on ne pouvait pas laisser le 3CEP dans cet état-là, notamment avec le nombre croissant d'installations qui étaient posées. Et vous avez donc mis en place un certain nombre d'actions correctives. Oui, tout à fait. Il y avait déjà des actions qui avaient été menées, notamment par un protocole en 2015 de test du conduit. Et dans ce groupe de travail, on s'est rendu compte que le conduit 3CEP ne devait pas être mené que sur une seule colonne et le contrôle d'une colonne, de la conduite cheminée, mais que c'était bien un système. Et que si on voulait fiabiliser ce type de conduit, il fallait contrôler tout le système. Donc le premier travail de notre groupe, ça a été déjà d'essayer de protéger dans le neuf, d'augmenter les contrôles et faire évoluer la réglementation pour que ce contrôle de 2015 soit un petit peu plus marqué et rentre dans le cadre réglementaire. Ça, c'était le premier travail qu'on a fait. Quand vous expliquez ce groupe de travail, avec qui y a-t-il dans ce groupe de travail? Tous les membres de la filière? Tous les membres de la filière sont représentés dans ce groupe de travail et participent. Et on a eu un groupe de travail qui a été très actif et les gens ont bien participé, ce qui a permis de faire avancer rapidement ce groupe de travail. Mathieu Elbert, c'est plutôt bon signe ça, la filière se met en mouvement, se mobilise face à une solution qui est très intéressante visiblement et performante sur le marché et qu'elle le soit encore plus et éviter les anomalies. Oui, tout à fait. Je voulais juste revenir sur le premier protocole qui me semble important 2015 de détailler. Donc, comme on l'a dit, en fait, sur les premiers chantiers, il y a eu un accompagnement systématique de la part des fabricants de conduits. Donc on avait la garantie que les installations étaient bien montées, qu'elles fonctionnaient bien. Dès lors que ça s'est bien démocratisé, évidemment, au final, avec la loi du nombre. Voilà, ça s'est démocratisé et il était difficile humainement de suivre tous les chantiers. Et donc c'est là qu'on a constaté des dérives. Pour remédier à ces dérives, la logique a été de se dire on va mettre en place un protocole de réception au périmètre du conduit collecteur qui permet de s'assurer qu'on a un bon montage du conduit, une bonne étanchéité et donc derrière on viendra mettre les chaudières. C'est un premier pas vers une meilleure sécurisation de l'installation. Il y avait nécessité de le renforcer parce qu'on s'est rendu compte que d'autres problèmes pouvaient subvenir autre part qu'au périmètre du conduit collecteur. Et c'est pour cette raison du moins que Eric et le GT dans lequel il travaille ont mis en place travailler du moins sur ce nouveau protocole en tout cas. Alors ce que je vous propose de voir justement, puisqu'on évoque le protocole de 2015 qui n'a pas réglé tous les problèmes, on a réglé certains, un nouveau est en place depuis le 1er janvier 2020 et je vous propose que l'on découvre dans cette vidéo comment il fonctionne ce protocole renforcé. « 1er janvier 2020, le nouvel arrêté gaz est entré en vigueur et les installations neuves de conduits collectifs 3CEP sont désormais soumises à une évolution réglementaire. Un nouveau protocole intégré en annexe 5 du guide « Évacuation des produits de combustion » permet de contrôler l'intégralité du 3CEP et des chaudières associées jusqu'à sa mise en service.
Il complète l'ancienne démarche de vérification par essai fumigène, élaborée par le CNPG et approuvée par les pouvoirs publics en 2015. Elle visait à s'assurer de l'étanchéité du conduit collectif. Ce nouveau protocole obligatoire et composé de 3 phases est réalisé à différents moments du chantier. À l'issue de chaque phase, des formulaires dûment renseignés attestent du respect de la procédure. Avant d'engager les travaux, le maître d'ouvrage doit désigner une personne responsable du respect des dispositions du protocole, de l'exhaustivité des données renseignées au sein des 3 formulaires ainsi que de leur pertinence. Phase numéro 1. Le protocole débute après montage du conduit collectif et avant raccordement des appareils. Une des nouvelles étapes est de vérifier le dimensionnement et la mise en œuvre du conduit collectif. Le test d'étanchéité par essai fumigène est conservé. À l'issue de ces opérations, un formulaire numéro 1 par colonne 3 CEP est renseigné. Phase numéro 2. La seconde phase vise à garantir le montage et le bon raccordement des appareils sur le conduit collectif. Le remplissage du formulaire numéro 2 finalise cette phase du protocole. Pour réaliser la mise en gaz de l'installation et engager la phase 3 du protocole, il est nécessaire de remettre les certificats de conformité modèle 2 délivrés par un organisme de contrôle habilité. Pour l'obtenir, le responsable désigné doit restituer un exemplaire des formulaires numéro 1 et numéro 2 à l'organisme. Phase numéro 3. La phase numéro 3 correspond à la mise en service, au réglage des chaudières et à la vérification du bon fonctionnement de l'installation complète. Elle s'achève par le remplissage du formulaire numéro 3. Pour finir, il est demandé au responsable désigné de remettre un dossier constitué des 3 formulaires ainsi qu'une copie du plan d'implantation du 3 CEP et de sa note de calcul au maître d'ouvrage. Conclusion. Ce protocole renforcé permet d'accroître la sécurité de l'installation dans sa globalité en garantissant le bon montage et le bon fonctionnement des conduits et des appareils. Serge Picard nous a rejoint autour de cette table. Bonsoir. Serge Picard, vous êtes référent technique national thermique et énergétique chez Cali Consult et représentant de la COPREC, Confédération des organismes de contrôle et de prévention. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce fameux protocole du 1er janvier 2020. Précisons tout de suite que ce n'est pas un nouveau protocole, que c'est le renforcement du fameux protocole dont on a parlé de 2015. Exactement. Donc, suite aux travaux du groupe de travail 3CEP, puisque c'était un groupe de travail restreint, enfin spécialisé, je dirais plutôt, sur la problématique 3CEP, et donc a émis des préconisations, des recommandations pour augmenter la sécurité de l'installation et pour aller au-delà de ce qui se faisait déjà en 2015. Puisqu'en 2015, ce qui était préconisé par les fabricants, par les avis techniques, c'était de faire une vérification, un test au fumigène du bon montage du conduit. Et comme disait M. Hernandez tout à l'heure, ça ne couvrait pas l'ensemble de l'installation. Donc, moi de mon côté, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'élaboration du guide thématique EVA-PTC, qui traite, lui, de la problématique d'évacuation des produits de la combustion, mais pour toutes les technologies de chaudière à gaz. Et donc, on a profité de l'expérience de ce groupe de travail qui réunissait l'ensemble de la filière pour intégrer les préconisations dans le guide thématique EVA-PTC et de ce fait rendre le protocole qu'on vient de voir à l'image obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour répondre à l'arrêté du 23 février 2018. Au risque d'être un tout petit peu redondant, on l'a vu, 3 étapes essentielles. Qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques instants de ce protocole 2020 ? Alors il faut retenir, donc l'étape 1 consiste, on a vu, à faire le test fumigène, mais en plus du test fumigène... on l'a vu dans la toute première vidéo. On l'a vu dans la première vidéo. Donc en plus de ce test fumigène, il faut que l'entreprise s'assure que, obligatoirement, une note de calcul de dimensionnement doit être réalisée par le fabricant du conduit. Voilà, ça c'est prévu dans les avis techniques. Et lorsque l'installateur monte son conduit, il faut qu'il s'assure que ce qu'il vient de réaliser, sa géométrie, le nombre d'étages, les dévoiements éventuels, le nombre de chaudières raccordées, correspond bien à la note de calcul qui lui a été fournie. Ça c'est important. Si ce n'était pas le cas, peut-être qu'il faudrait revoir la note de calcul, vérifier s'il y a toujours adéquation entre ce qu'on va attendre comme résultat et ce qu'on vient de réaliser. Première étape. Ça c'est un complément à 2015. Deuxième étape, donc le conduit est monté. Ensuite on va fermer la gaine technique.
Et quelques mois après, peut-être oui, plusieurs mois après, on va venir poser des chaudières. Et là, la problématique, c'est que donc on va demander à l'entreprise qui pose les chaudières, qui est la même qui pose le conduit ou une autre entreprise, ça dépend comment a été décidé le chantier, organisé le chantier, de vérifier déjà que les chaudières qu'il va poser, ce sont bien celles qui sont dans la note de calcul, puisque la note de calcul tient compte de la géométrie du conduit, mais aussi du type de chaudière qui est installé. On l'a vu tout à l'heure, de la pression, de la puissance, etc. Donc est-ce que je pose les bonnes chaudières ? Il faut se poser cette question. Ensuite, est-ce que je raccorde mes chaudières correctement au conduit collectif, suivant les préconisations du fabricant ? À partir de là, donc je vais faire mon autocontrôle lors de cette pause et valider mon autocontrôle par le formulaire qu'on a vu, le formulaire numéro 2. À partir de là, donc le montage du conduit a été vérifié, le montage des chaudières a été vérifié. Les 2 formulaires sont remis à l'organisme habilité qui est là pour faire le contrôle en fin de chantier, hein, et valider et délivrer le certificat de conformité gaz, ce qui permettra ensuite au distributeur de réaliser la mise en gaz. Donc là, on est dans la phase où le gaz est livré sur le chantier, et on va passer à la phase 3, qui est la phase de mise en service de l'installation. Alors, il faut bien avoir en tête que pour mettre en service les chaudières, ça paraît évident, mais c'est mieux quand c'est dit, il faut de l'eau, il faut de l'électricité et il faut du gaz surtout. Donc il faut que toutes les chaudières de la colonne puissent être alimentées en gaz en même temps, de façon à ce que l'entreprise qui fait la mise en service puisse mettre en route, bon je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole, mais mettre en route toutes les chaudières et vérifier que le bon fonctionnement, alors là du coup, du conduit, du raccordement et des chaudières. Serge Picard, vous n'avez pas parlé du personnage qui est désigné d'un grand doigt très long, qui est fait la personne importante sur le chantier, si j'ai bien compris. Voilà, donc une nouveauté aussi par rapport à tout ça, c'est que le protocole a voulu désigner, demande au maître d'ouvrage de désigner dès le début du chantier une personne qui va être là pour se porter garant du bon déroulement de ce protocole, et à la fin de fournir un 4e document qu'on ne voit pas là sur la vidéo, qui est j'atteste que le protocole a été bien suivi et je donne l'autorisation, entre guillemets, l'autorisation de faire fonctionner les chaudières. Qui est cette personne ? D'où vient-elle ? Alors cette personne, elle peut être parmi les intervenants du chantier, ça peut être le maître d'œuvre, ça peut être, pourquoi pas, une des entreprises intervenantes. Voilà, il n'y a pas de prérequis dans la réglementation pour la désignation de cette personne. Je vous ai entendu, Serge Picard, évoquer à plusieurs reprises le mot d'autocontrôle. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir, pardonnez-moi d'être un peu dur, pas de pouvoir de police. Ce sont je me contrôle, je m'autocontrôle, mais il n'y a pas une police du 3CEP qui vient regarder si tout est bien posé. Il n'y a pas une police du 3CEP. Alors sur les chantiers, il y a 2 intervenants de contrôle différents en fait, en général. Il y en a un qui est obligatoire par l'arrêté du 23 février 2018, c'est l'organisme habilité, celui qui vient certifier la conformité de l'installation et valider le certificat de conformité. Et en général, il y a aussi sur le chantier l'organisme de contrôle technique, le contrôleur technique, voilà, qui lui va suivre le chantier pour le compte du maître d'ouvrage, contractualise lui avec le maître d'ouvrage depuis la conception jusqu'à la réalisation. Et on va avoir un œil, puisque son rôle c'est de prévenir les aléas qui pourraient résulter d'une mauvaise application de la réglementation en général et particulièrement de la réglementation gaz. Donc il va avoir quand même un œil sur ce qui se passe tout le déroulé du chantier. Par contre, ce contrôleur technique n'a pas effectivement de rôle de police et de mesures coercitives. Il ne peut pas venir couper le gaz. Alain Baudin, quand je vous ai présenté tout à l'heure, je disais que vous travaillez principalement avec des bailleurs sociaux, ce qui est important évidemment, puisque ce sont toujours des chantiers assez importants en termes d'installation. Est-ce qu'avec ce nouveau protocole de janvier 2020, les bailleurs sociaux sont davantage enclins à avoir recours à cette technologie du 3CEP quand la rénovation vient sur la table? Aujourd'hui, on n'a pas encore... c'est trop tôt. Leur retour, c'est encore un peu tôt. Effectivement, on a, je ne citerai pas, mais on est intervenu à plusieurs reprises avec un des gros bailleurs sociaux français et qui avait rencontré des soucis avec les conduits 3CEP et qui avait dit on n'en posera plus. Je pense qu'aujourd'hui, ce nouveau protocole et tous ces nouveaux dispositifs permettent quand même d'assurer que la qualité est bien au rendez-vous de ces installations-là et éviter toutes les problématiques dont on a pu parler tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a un vrai pas en avant qui a été fait pour professionnaliser tous les intervenants et puis s'assurer que toute la chaîne
des différents intervenants s'emboîte bien et que l'installation au final qui va être livrée correspondra aux attentes de tout le monde. Mathieu Elbert, plus de trous dans la raquette par rapport à 2015 et voire avant? Non, plus de trous dans la raquette et des évolutions plutôt importantes. En premier lieu, le fait que ce soit un protocole qui a un caractère réglementaire, donc alors que précédemment on était plutôt sur une démarche volontaire qui pouvait potentiellement être intégrée dans le cadre de CCTP et donc avait une valeur plutôt contractuelle. Là on est vraiment sur un protocole qui a une valeur réglementaire qui élargit son périmètre, qui n'est plus au simple périmètre du conduit collecteur mais qui intègre également les chaudières et ce en fonctionnement. Donc que des bonnes choses au final. Vous tweetez sur le mot dièse débat au pluriel CJBAT, le hashtag débat CJBAT. Voici une question que je vais découvrir en même temps que vous. Bruno Bastard, qui réceptionne et doit conserver les documents émanant plutôt, je pense, du maître d'œuvre chargé de contrôler le bon déroulement des 3 étapes? Le promoteur, le syndic, qui répond? À la fin du chantier, donc la personne responsable de collecter tous ces documents va les remettre au propriétaire du bâtiment. Et ensuite, ça va suivre l'avis du bâtiment. Il y a aussi les plans d'installation qui doivent être rejoints. Et donc, ça va être conservé pendant la durée de vie du bâtiment ensuite. Mathieu Hébert sur le sujet? Pas de maître d'ouvrage, non, mais c'est ça après. Le maître d'ouvrage de constructeur, on va dire à l'époque. Donc celui qui c'est le constructeur. Ensuite, effectivement, il va y avoir passation de propriété, surtout dans le cas de copropriété, quoi. Donc ça va suivre vers le syndic, etc. Une autre question tweet que nous allons découvrir ensemble sur le mot dièse hashtag débat CJBAT, donc Thierry Astier, AMBS Conseil. Ça, j'aime bien quand les gens n'avancent pas masqués. Le conduit est collectif, la chaudière individuelle, comment rédiger le contrat de maintenance, avec quelle responsabilité et pour qui? J'ai l'impression, Eric Hernandez, que c'est pour vous. Je le sentais bien venir. Donc, pour compléter, effectivement, le groupe de travail, premièrement, n'est pas du tout arrêté. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des périodes de veille. C'est-à-dire que si le protocole qui vient d'être mis en place avait de nouveau des trous dans la raquette, on se réunit tous les 6 mois et on peut se réunir à fréquence plus élevée si la nécessité s'en faisait sentir. Et on corrigerait en permanence l'évolution, mais on y reviendra sur les travaux après. Concernant le contrat de maintenance, la position du syndicat, du SINASAF dessus, c'est simple. C'est que une colonne, un prestataire. Pourquoi une colonne, un prestataire? Tout simplement, lors des contrôles que l'on fait d'entretien sur un 3CEP, il y a la partie colonne elle-même avec le contrôle de vacuité et le nettoyage du siphon, et il y a la partie individuelle dans le logement. C'est-à-dire qu'il y a la partie entretien de chaudière et la partie contrôle du clapet anti-retour qui se trouve au-dessus de la chaudière. Si pour une raison quelconque, un clapet était amené à se défaire et à tomber en pied de colonne, si ce n'est pas le même prestataire qui fait les deux, le prestataire de la colonne va trouver ce clapet sans jamais savoir à quelle chaudière il appartient. Et ça veut dire qu'on va se retrouver avec une chaudière qui va fonctionner sans clapet, ce qui pourrait créer des défauts. Donc, la position du syndicat dessus est une position de bon sens. Tout simplement, c'est une colonne, minima un prestataire, c'est-à-dire c'est le même prestataire qui fait la colonne et toutes les chaudières de raccorder sur la colonne. Sinon, la deuxième problématique qu'on pourrait avoir, c'est du ping-pong. C'est-à-dire que le jour où il y a une chaudière qui va tomber en panne pour un défaut d'allumage, par exemple, le prestataire de la chaudière va dire que ça vient de la colonne et celui de la colonne va dire que ça vient de la chaudière. Et donc le client va faire ping-pong entre les deux et ça serait pas bénéfique pour la profession. Alors vous continuez à poser vos questions évidemment sur le hashtag le mot dièse débat CJBAT. Si le temps le permet, j'en prendrai encore quelques-unes avant la fin de ce débat. Vous avez tous les deux travaillé donc sur un guide, vous sur un protocole qui est rentré, si j'ai bien compris, dans le guide, mais tout ça n'est pas terminé puisque vous aimez visiblement rédiger des formulaires bien précis et des bonnes pratiques, et vous avez rédigé donc le SINASAF un livre blanc que j'ai ici. Voilà, je vous la présente à la mode d'un certain Thierry A. Qu'est-ce qu'on a dans ce livre blanc et à quoi sert-il, Eric Hernandez? Alors le SINASAF va être très content que vous ayez parce que ce n'est pas lui, ce livre blanc au SINASAF, mais c'est le groupe de travail 3CEP. D'accord, pardon. Alors que monsieur Picard m'excuse. Qu'est-ce qu'on a dans ce livre blanc? Le livre blanc, en fait, concentre
tout ce qu'on peut rencontrer sur un 3CEP. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement de la méthode de calcul aux 3 protocoles, aux 3 phases de réception qu'on vient de voir, mais on s'est dit il faut qu'on aille plus loin que ça. Premièrement, tout ce qu'on a mis en place, la nouvelle réglementation, elle s'applique pour les nouveaux conduits, mais par contre on a l'existant. Donc quand l'existant tombe en panne, on a eu beaucoup de demandes en disant on a des anomalies sur un 3CEP, comment on doit s'y prendre, quelle est la méthode, par où attaquer. Donc on s'est dit effectivement c'est une bonne méthode, c'est une bonne question, on va la prendre à bras le corps et on a mis en place un protocole de dépannage. Donc le protocole de dépannage se fait en 2 phases. Premièrement, la phase où c'est une pathologie, une anomalie légère, le gaz n'a pas été coupé, et la deuxième phase c'est le gaz a été coupé, donc là on ne peut plus faire de test de monoxyde de carbone et pourtant il faut solutionner pour remettre en gaz. Donc on a écrit toutes ces procédures-là. On ne s'est pas arrêté à ça. L'étape d'après, on s'est dit, un conduit 3CEP, c'est une durée de vie, la durée de vie moyenne d'une chaudière aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine d'années. Dans 15 ans, les chaudières vont être à remplacer. Comment on va se retrouver sur le remplacement? Qu'est-ce qui sera à faire dessus? Quelles sont les règles? Donc on a voulu écrire ça aussi. Après, on a continué notre travail sur la maintenance. Nos confrères se sont posé la question de dire quelles sont les règles, que doit-on entretenir, qu'est-ce qu'il y a à faire tous les ans, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un livre blanc qui vit en permanence et qu'on fait évoluer via le groupe de travail 3CEP. Serge Picard, si j'ai bien compris, c'est la pérennisation du travail que vous avez fait pendant 2 ans. Complètement, l'installation est neuve et puis elle va vivre et il faut l'entretenir. Et je voulais rajouter aussi que dans ce livre blanc a été rajouté une clé de lecture de la note de calcul dont je parlais au début, parce que quand on parle de note de calcul, ça peut paraître compliqué peut-être pour un installateur de comprendre ce qui est écrit dans cette note de calcul. Et le groupe de travail a fait un effort et un travail très intéressant de didactique pour aider l'entreprise à comprendre la note de calcul et les clés pour la déchiffrer. Et ce que l'on voit dans ce livre blanc, c'est une passerelle aussi vers le 3e et dernier reportage de ce débat CEGIBAT. Depuis le début de ce débat, nous évoquons les immeubles collectifs neufs, mais évidemment cette solution du 3CEP peut aussi évidemment se retrouver dans l'existant en rénovation, et je vous propose de prendre la direction de la région stéphanoise pour voir justement une installation. On intervient aujourd'hui donc sur le bâtiment Îlot Tarentaise suite à la réponse à un appel d'offres qu'on a fait en 2018 concernant la rénovation de l'alvéole technique gaz et le remplacement de 80 chaudières sur le principe du 3CEP. La décision de changer les chaudières remonte environ à 3 ans devant les problèmes constatés. La société Cogecop a contacté le bureau d'études qui a fait un diagnostic sur l'immeuble. À la suite de cela, ça a été présenté dans une première assemblée générale. Et puis donc l'étude a été approfondie avec des éléments chiffrés et lors de l'Assemblée générale en 2018 a été votée par l'ensemble des propriétaires la décision de changer le parc des chaudières. Cette copropriété a la particularité d'être équipée d'alvéoles techniques gaz, c'est-à-dire que les chaudières sont dans des locaux techniques qui sont à l'extérieur des logements, pour lesquels il peut y avoir 1, 2 ou 3 chaudières qui desservent la chaleur pour 1, 2 ou 3 logements. Donc sur cette opération, l'objectif était vraiment l'amélioration énergétique de l'habitat. On a remplacé des anciennes chaudières Tema Plus qui avaient presque une vingtaine d'années, cheminées classiques, par des chaudières donc à condensation, donc haute performance énergétique. En ce moment, on travaille sur une colonne de 19 chaudières. Donc pour rappeler un petit peu le timing, en gros, dans un premier temps, la première journée sera consacrée entièrement à la dépose des installations existantes, donc du conduit de fumée jusqu'aux chaudières. On dépose vraiment l'intégralité de l'alvéole technique et les ballons de production d'eau chaude existants. Le lendemain, donc, on va reposer l'intégralité du conduit de fumée, qu'on va tester, vérifier qu'il est bien étanche.
Ensuite, on va poser les chaudières. Ça va prendre 3, 4 à 5 jours en fonction du nombre de chaudières par colonne. À la fin de quoi, on va faire tous les désembouages de réseau. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir un gain au niveau énergétique. Et en plus, au-delà de ça, on allait aussi travailler sur les robinets thermostatiques dans chaque logement pour permettre vraiment d'optimiser les consommations de chaque propriétaire. Un des intérêts de mettre en œuvre des chaudières à condensation était de pouvoir bénéficier de subventions et d'aides diverses, dont le taux de TVA réduit, des crédits d'impôt pour les copropriétaires occupants et au niveau des C2E, les copropriétaires ont pu bénéficier du coup de pouce. Ça a vraiment été un effet de levier pour faire ce choix des chaudières à condensation en comparaison des chaudières Banox. Alors en tant que propriétaire, je dois dire que les travaux pour moi ont été réalisés avec efficacité et sans grande gêne, sinon évidemment ce qui était incontournable, coupure d'eau, coupure de chauffage. Jérôme Maldonado, sur le marché de la rénovation, la solution qu'on vient de présenter, c'est encore confidentiel, mais évidemment, les enjeux sont là, c'est exponentiel le marché qui s'ouvre. C'est un marché en devenir, c'est un marché qui va croître très rapidement, puisqu'on voit aujourd'hui que dans les enjeux, il y a des millions de chaudières installées dans des immeubles collectifs qui aujourd'hui n'ont pas de solution à condensation disponible. Et la solution que l'on a vue dans le neuf peut tout à fait s'adapter dans l'existant. De quelle manière alors? Avec un certain nombre de prérequis, je suppose. Bien évidemment, on ne pourra pas faire n'importe quoi sur n'importe quel conduit. Aujourd'hui, le consommateur, il a pas beaucoup d'options. Il a une chaudière classique chez lui. La première option, c'est de remplacer sa chaudière par une autre chaudière. Dans ces cas-là, il ne peut pas bénéficier de la condensation et il aura donc une chaudière classique qui aujourd'hui a des basses émissions NOx. S'il veut accéder à la condensation, il a deux possibilités. La première, c'est de changer sa chaudière par une chaudière à condensation à condition de se déraccorder du conduit existant, ce qui ne se fait pas sans difficulté. Accord de copropriété, difficulté par rapport à l'équilibrage de l'installation qu'il va laisser. L'autre solution, c'est une solution collective. Tous les gens qui ont une chaudière raccordée à ce conduit devront changer en même temps pour une solution avec un conduit 3CEP. Aujourd'hui sur le marché, la chaudière, de manière générale, combien sont échangées chaque année, que l'on puisse avoir les grandes tendances? Alors on a un marché, quand on regarde les ventes que l'on a collationnées sur cette diapositive, on voit qu'on a un marché de l'ordre de 500-600 000 chaudières par an. Il faut compter environ 80-100 000 chaudières installées dans le neuf et le reste est un marché de remplacement. Ce qu'on voit également, c'est que sur ce marché de remplacement, l'enjeu c'est bien d'offrir de la très haute performance énergétique, donc de la chaudière à condensation. Et on voit que depuis 2015, c'est un effet d'un règlement européen relatif à l'éco-conception des produits. On voit bien que les chaudières classiques diminuent d'année en année et on va très certainement arriver à moins de 50 000 pièces cette année. Ça veut dire que le remplacement de ces équipements-là sera de plus en plus complexe et peut-être qu'à un moment donné, les pouvoirs publics européens vont dire ces anciennes générations de chaudières, on va arrêter. Du coup, il nous faudra des solutions de remplacement pour l'ensemble des utilisateurs. Puis, comme vous l'avez compris, nous évoluons tous, la filière évolue, mais on fait des évolutions incrémentales, pas à pas et surtout sans rupture. Parce qu'un consommateur qui ne peut plus bénéficier de l'énergie qu'il avait avant ne le comprendrait pas. Et tout le travail, donc, c'est bien de maximiser et d'augmenter le nombre de chaudières à condensation installées dans l'existant. Et pour ça, on a besoin des technologies de type 3CEP, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas remplacer une seule chaudière dans un immeuble collectif avec des conduits collectifs. Eric Hernandez, le marché est là, visiblement. Néanmoins, on se heurte à quelques difficultés. Jérôme Maldonado vient de l'évoquer, notamment dans le parc privé.
Oui, tout à fait, puisque quand c'est un seul propriétaire ou un bailleur, c'est simple. Il prend le choix de passer sur un conduit 3CEP et remplace toutes les chaudières en même temps, il n'y a pas de discussion. Quand on est dans le domaine privé avec des propriétaires différents, imaginez-vous bien que si un propriétaire a remplacé sa chaudière 1 an auparavant, il n'est pas forcément enclin à accepter une solution avec un nouveau conduit et repayer une nouvelle chaudière. Donc je pense qu'au niveau des syndics de copropriété, il y a une stratégie à monter dans le temps pour anticiper justement ces remplacements et ce basculement de chaudières basse température vers les chaudières condensation ou chaudières VMC gaz vers des chaudières condensation sur 3CP. Dans le reportage que nous avons vu, il était question de 3 ans entre le moment où la décision a commencé à être prise, enfin où l'idée a été émise et la décision ensuite a été prise. Alain Balin, en revanche, vous, dans le domaine du bailleur social, si je comprends bien, ça marche, ça fonctionne, puisque un seul décideur, les programmes sont décidés à l'avance, ça roule. Effectivement, c'est beaucoup plus simple pour un bailleur social puisque il est le seul décisionnaire du remplacement de ces chaudières et de la mise en œuvre de ce conduit. Généralement, il y a une homogénéité dans l'âge des chaudières sur l'immeuble en question. Donc, il ne se pose pas la question de savoir s'il y a une chaudière qui a été changée il y a 1 an ou il y a 2 ans. Il change effectivement la globalité. Ensuite, il y a des cas de figure parce que mettre en œuvre ce type de conduit dans un bâtiment existant n'est pas toujours évident. On a vu tout à l'heure dans le reportage la création de ce conduit dans une alvéole technique gaz, ça fait partie des cas effectivement assez simples puisqu'on dispose déjà d'un espace pour pouvoir mettre en œuvre le conduit. On a aussi la possibilité dans certains cas de mettre le conduit dans une courette extérieure et puis de venir raccorder les chaudières dessus. Voilà, après, pour les autres cas, effectivement, il va falloir trouver des solutions. Après, on peut aussi ne pas être trop intrusif et rentrer dans le logement. On peut imaginer de carotter aussi des planchers et puis de recréer une gaine technique. Mais ça commence à devenir des travaux assez lourds pour la mise en œuvre de ce conduit-là. Mais il faudra certainement y venir à un moment donné. Précédemment, vous nous disiez pour le collectif neuf que les bailleurs sociaux, donc vous commenciez un peu à les revoir pour leur proposer cette solution, mais qu'il était un peu tôt pour évoquer les chiffres. Est-ce que là, sur ce marché de la rénovation, vous sentez aussi que le potentiel dans le domaine des bailleurs sociaux est aussi important que ce que l'on dit depuis le début de cette dernière partie ? Oui, tout à fait. Les bailleurs sociaux essayent de sécuriser leur patrimoine et leurs installations, notamment en essayant d'éradiquer tout ce qui est VMC gaz ou chaudière sur conduit de fumée. Au-delà de mettre en œuvre une chaudière gaz à condensation, il y a aussi la mise en sécurité de l'installation par rapport vis-à-vis de l'occupant. Donc il y a une réelle envie. Et puis, je pense la grosse différence aussi entre la réhabilitation et le neuf, c'est que là, dans le cadre de la réhabilitation, le maître d'ouvrage a la main complète sur l'opération. Il va choisir son bureau d'études, il va choisir ses entreprises. Donc il va pouvoir maîtriser plus facilement toute la chaîne qui va conduire à réaliser ce type d'installation. Donc il y a beaucoup moins de problématiques comme on a pu le rencontrer et en discuter tout à l'heure dans le neuf. Alors je ne sais pas si l'expression est juste pour Twitter, mais ça se bouscule au portillon. Nous allons prendre les questions avant de conclure ce débat. Voici la première d'entre elles, Fredo du 13. Bonsoir Fredo. Pouvons-nous avoir les formulaires sous format numérique? Mathieu Elbert. Alors, les formulaires concernant le nouveau protocole sont théoriquement disponibles dans le guide EVA PDC qu'on peut télécharger sur le site du CNPG. Exactement. Voilà, la réponse est courte. Deuxième question, merci Mathieu. Après Fredo du 13, c'est Taharka. Bonjour, bonsoir. Peut-on utiliser la gaine existante en la rendant étanche au lieu d'une gaine anthrax? Alors là, je vous laisse parler entre vous. Qui répond? Mathieu. Question piège. Je peux revoir la question. Est-ce qu'on peut revoir la question, s'il vous plaît, en régie? Voilà. Peut-on utiliser la gaine existante en la rendant étanche au lieu d'une gaine anthrax? Est-ce que vous comprenez la question? Éric Hernandez. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. C'est d'utiliser la gaine de la chaudière existante pour passer un 3CEP en rentrant dedans. Donc, dans ce cas-là, la réponse est non. Le 3CEP, c'est un conduit qui se calcule, qui se dimensionne en fonction des puissances des chaudières. C'est quelque chose qui est très précis et on ne peut pas faire ça comme ça.
Voilà, Tahar, j'espère que nous avons répondu à votre question. Une autre question Twitter, on a même la photo. Comment faire un R+10 ou plus avec un 3CEP et 10-12 logements sur le même conduit? Je crois qu'on avait déjà plus ou moins répondu. C'est possible, Mathieu Elbert? C'est possible. Après, ça nécessite J'ai bien compris s'il y a du repiquage, non? Des doubles piquages. Double piquage. Double piquage. Après, ça demande une étude et donc un dimensionnement en conséquence, mais c'est techniquement possible. C'est possible. Encore une question, je crois qu'il en reste encore une, voire deux. Ludovic, peut-on avoir des chaudières de puissance différentes sur la même colonne? Jérôme Maldonado. Mais là aussi, ça se calcule tout simplement. Donc c'est possible. C'est du sur-mesure au final. Oui. Donc à chaque fois, le dimensionnement se fait en fonction des caractéristiques des chaudières que l'on va installer, du nombre d'étages, du nombre d'appartements desservis par étage. Donc voilà, à chaque fois on est sur du sur-mesure. Éric Hernandez. Sous réserve que cette puissance ait été prise en compte lors du calcul de la colonne. C'est-à-dire que ce n'est pas par exemple au bout de 10 ans, on a une chaudière de 25 kW. Pour une question d'amélioration de son confort, on veut passer sur une 35 kW. Là, on ne peut pas le faire à la légère comme ça nécessite la vérification de la note de calcul. Très bien, voilà une toute dernière question. Je vais vous demander d'être rapide, messieurs. Furifox, quel est le gain énergétique et financier pour un promoteur entre une installation avec une multitude de chaudières individuelles raccordées aux 3 CEP et une chaufferie collective traditionnelle? Je ne sais pas si on a la réponse précisément, puisque ça doit être un cas précis que Furifox a en tête. En revanche, ça me permet de faire le lien et on répondra à la question ensuite, puisque je m'y engage. Les équipes de CJBAT répondent ensuite à toutes les questions de façon directe avec celles et ceux qui les ont posées. Ça fait le lien quand même avec les aides financières disponibles, des opportunités pour évidemment passer aux 3 CEP dans le logement collectif existant. Oui, tout à fait. Donc, il existe à date un certain nombre de dispositifs ou d'incitations financières qui permettent donc d'alléger le coût d'une installation 3 CEP en logement collectif existant. Alors je pense à ma prime rénov, mais également au coup de pouce C2E qui s'applique sur la partie chaudière et le coup de pouce C2E qui s'applique également sur la partie EVA-PDC dès lors qu'on est sur un conduit collectif ou un conduit individuel de plus de 10 mètres de hauteur. Si on fait la somme, au final, le cumul de ces aides, on peut aller jusqu'à 3 100 € et dans le pire des cas, on peut avoir 1 050 €. Donc après, ça dépend bien évidemment du niveau de ressources des ménages, mais on a à date quand même un dispositif assez incitatif qui permet d'avoir un reste à charge en moyenne assez intéressant et donc un retour sur investissement assez rapide. Au-delà de ça, il faut savoir que GRDF propose également un accompagnement qui peut prendre la forme d'une prise en charge d'audit pour identifier la typologie du type de conduit et préconiser la solution qui va bien et, le cas échéant, éventuellement, une aide aux travaux. Avant de conclure, la régie me dit qu'il y a une toute dernière question pour Alain Baudin. C'est Furifox, visiblement c'est une question pour vous. Quel est le gain énergétique et financier pour un promoteur entre une installation avec une multitude de chaudières individuelles? C'est la question de tout à l'heure. Oui. Le gain énergétique, il n'y a pas forcément un gain énergétique d'une solution à l'autre. On peut imaginer qu'avec une chaufferie collective, on a un petit peu plus de pertes en ligne parce que le réseau est beaucoup plus important qu'avec une chaudière individuelle. Après, on part du principe, on va plutôt raisonner en termes de coût global et on part du principe que en moyenne, jusqu'à 70-80 logements, on va plutôt rester avec une solution individuelle et qu'au-delà, on va partir avec une chaufferie collective. C'est plus par rapport au coût de maintenance des installations et donc on va plutôt raisonner en coût global. Voilà. Merci, c'est la fin déjà de ce nouveau débat CJBAT. Merci à l'ensemble des intervenants, ils étaient 5 autour de la table. Merci à l'équipe CJBAT GRDF pour la préparation de ce débat. Et évidemment, je ne pourrais pas conclure sans remercier les nombreuses équipes techniques qui nous ont permis de retransmettre ce débat, emmené de main de maître par Barthélémy Vaudon, dit Bart. Bonsoir.